Nous sommes toujours en plein cœur de l'émission Des idées et du goût sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir le prochain invité de la soirée. Il s'agit de Bastien Mijon et il va nous présenter son domaine viticole qui est situé du côté de Châtel-Guyon, Enval, enfin dans ces environs-là. Eh bien bonsoir Bastien. Bonsoir, On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. ravi d'être avec vous. On va découvrir ensemble votre travail, tout ce que vous proposez, vos vins bien évidemment. Alors j'ai de multiples questions à vous poser, mais la toute première, elle est assez simple, elle va parler de vous. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir viticulteur ? Alors moi au début j'avais pas du tout un cursus agricole. J'avais une formation de gestion dans l'industrie. Je travaillais dans une grande entreprise semencière de la plaine de Limagne. Et au bout d'un moment, j'ai un petit peu tourné en rond. J'avais envie de travailler de mes mains, de faire mon produit et l'agriculture m'intéressait de plus en plus. Et donc de fil en aiguille, voilà, j'avais ce rêve de produire du vin, monter un projet de toutes pièces, enfin tout, un ensemble de choses qui faisait que un jour, j'ai dit allez, j'essaye. Et donc j'ai quitté mon poste de bureau et je suis parti en apprentissage, donc dans un lycée, en formation dans un lycée viticole à Bonn. Et en suivant en parallèle un apprentissage dans un domaine à Châteauguay, donc juste au nord de Clermont-Ferrand. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre installation ? Quelles ont été les étapes de création de votre domaine ? J'imagine que ça n'a pas été de tout repos. Alors non, parce que du coup, moi, j'ai pas du tout de proches ou de famille là-dedans, donc je suis vraiment parti de zéro. J'ai commencé à travailler quelques petits bouts de vignes, des vieilles vignes comme ça, dont les viticulteurs ne voulaient plus. En fait, c'est un peu comme ça qu'on commence au début, avec beaucoup de travail à la main. En plus, au début, j'étais pas équipé. Et puis il s'est trouvé que la mairie d'Enval, donc Enval c'est une commune qui est juste à côté de Riom, qui est un village vigneron historique en fait, et qui voulait réinstaller un vigneron, et donc qui était prêt à l'aider à trouver du terrain, à trouver des vignes, à faciliter son installation, et donc qui cherchait un candidat pour son projet. Donc j'ai été retenu sur ce projet-là. Et donc c'est comme ça que j'ai pu commencer avec un hectare et demi de vigne en 2022. Donc je continuais d'être salarié à côté bien sûr, donc dans un autre domaine viticole. Et puis petit à petit, j'ai planté des vignes, je me suis équipé. J'ai réussi à trouver des petits locaux pour transformer ma production et faire du vin. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, en 2026, on va arriver à une exploitation à taille suffisante pour pouvoir travailler à plein temps et en vivre. D'accord, eh bien, écoutez, c'est très chouette de voir que ce projet a pu évoluer au fil du temps. Et alors, le vin, c'est quelque chose qui vous intéressait depuis déjà longtemps auparavant ou pas du tout ? Parce que vous vous êtes lancé dans un domaine manuel, vous le disiez, mais pourquoi le vin en particulier du coup ? Pourquoi le vin ? Alors, au moment où je me suis lancé, ça faisait pas si longtemps finalement que j'étais amateur de vin. J'avais vraiment cette volonté de faire un produit jusqu'au bout. C'est-à-dire d'avoir une production agricole, mais aussi de pouvoir la transformer, la valoriser, pas vraiment de maîtriser toute la chaîne, ce qui souvent ne se fait pas. Par exemple, un producteur de blé, il va pas faire sa farine, il va encore moins faire son pain. Là, c'était vraiment l'idée de créer un produit de toutes pièces. D'accord, donc oui, effectivement, vous faites toutes les étapes et justement, on va développer tout ça au cours de l'interview. Alors commençons évidemment à parler un petit peu de vos vins. Dans un premier temps, quels sont les principaux cépages que vous proposez et pourquoi les avez-vous choisis ? Alors, je propose en premier lieu le cépage emblématique des Côtes d'Auvergne, qui est le Gamay, donc sa variante locale, le Gamay d'Auvergne, donc qui est un cépage qui donne des vins assez charnus, assez fruités en bouche, très gourmands, avec une assez forte connotation épicée qui est due au terroir. On trouve aussi du Pinot Noir, donc qui aussi est très présent localement. Après, dans les nouvelles plantations que j'ai faites, et là j'ai choisi de sortir un petit peu de ce qui se fait traditionnellement chez nous, pour des raisons de goût, pour faire des produits qui me plaisent, mais aussi pour s'adapter à ce changement climatique qui nous guette. Donc pour mes premières plantations, j'ai planté notamment de la Syrah, qui est un cépage qu'on trouve plutôt dans la vallée du Rhône.
Pourquoi? Parce qu'on va être sur des terrains qui sont plein sud, donc plus chauds, donc des fois plus sensibles aux fortes chaleurs ou aux épisodes de sécheresse. Et donc un cépage qui vient du sud est souvent plus adapté, plus résistant à ces conditions un peu extrêmes parfois. Et ensuite, cette année, dans la même logique, j'ai aussi planté du vionnier, qui est un cépage blanc, pareil, de la vallée du Rhône, donc dans la même idée. Et puis là, pour cette année, les nouvelles plantations, ça va être encore des cépages blancs. Alors du cépage chardonnay, mais aussi du melon de Bourgogne et du pinot gris. Voilà, qui sont des cépages qu'on ne trouve pas forcément chez nous, mais qui vont pouvoir s'adapter et puis qui vont permettre de proposer des vins un peu différents. D'accord. Alors, le cépage d'un vin, évidemment, c'est très bien, mais son caractère se joue aussi et surtout sur les conditions climatiques et environnementales. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à leur sujet et sur l'impact qu'elles ont sur vos vins? Alors aujourd'hui, c'est vrai que le changement climatique, en fait, pose des contraintes. Alors au niveau, déjà vraiment de la culture, de la production, où on va avoir, des vignes qui vont démarrer de plus en plus précocement et qui vont être donc de plus en plus sensibles au gel qu'on appelle de printemps. Et ensuite, ce qui va être pénalisant, ça va être les sécheresses qu'on peut avoir donc de juin à septembre, qui là peuvent vraiment impacter très fortement alors la quantité, mais aussi vraiment jouer sur le profil des vins. C'est-à-dire qu'on va avoir des vins des fois avec des degrés de plus en plus élevés et avec des acidités un peu plus faibles, donc des vins moins équilibrés. C'est pourquoi on essaye de s'y adapter. Alors on s'y adapte avec le cépage, mais aussi on peut aussi s'adapter avec la situation des parcelles, c'est-à-dire qu'à une époque on cherchait forcément des terrains plein sud pour avoir la meilleure maturation possible. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas parce que à cause de ces fortes chaleurs. Donc plusieurs moyens de s'adapter. On adapte aussi la date des vendanges. On a plusieurs outils pour s'adapter à ce changement climatique. Alors c'est jamais miraculeux, c'est jamais du court terme, mais voilà, ça fait partie du jeu maintenant. C'est aussi une chance qu'on a chez nous dans le vignoble auvergnat, c'est quand même d'avoir une petite influence de ces zones montagneuses, d'avoir des nuits un peu plus fraîches, et donc de continuer à pouvoir proposer des vins équilibrés. D'accord. Et puis, vous avez aussi une terre qui est quand même volcanique et qui a des propriétés minéralogiques qui sont superbes, j'ai envie de dire. L'Auvergne, pour ça, c'est vrai que c'est un avantage pour la viticulture, c'est que c'est vraiment une mosaïque de terroir. Alors, on a effectivement, de manière un petit peu emblématique, ces sols volcaniques donc qui sont issus de l'activité ancienne de la chaîne des puits et donc qui nous donnent des résidus de lave en fait, donc que ce soit des basaltes, des pépérites, des pierres ponces, et qui donnent un vrai caractère au vin. Alors notamment sur les vins rouges, on va retrouver des arômes épicés. Et mais pas que du coup, c'est-à-dire qu'on peut retrouver ce genre de sol, par exemple sur Châteauguay, mais on a d'autres endroits où on va être sur des sols plutôt granitiques. Et en fait, c'est ce qui est assez marrant en Auvergne, c'est à quelques kilomètres, voire moins des fois, on peut avoir des sols complètement différents et faire des vins complètement différents avec le même cépage. Donc on va vraiment pouvoir s'adapter, on va vraiment pouvoir s'amuser à faire différents profils de vin. D'accord. Ah oui, donc effectivement, l'emplacement est important puisque si on part quelques kilomètres plus loin, on peut avoir quelque chose de totalement différent. Ah oui, 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 vraiment cette notion de terroir, alors on s'en rend pas forcément compte quand on voit une vigne comme ça ou quand on voit simplement un paysage de bois ou de plaine, mais à quelques centaines de mètres, en fait, le sous-sol change complètement. Et la nature, la composition de ce sous-sol va vraiment jouer sur le profil des vins, sur le goût du vin. D'accord. Et alors, j'ai vu que vous travaillez également sous un principe d'agriculture raisonnée. Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquez-nous. C'est en fait cette envie pour moi, pour les gens qui côtoient les vignes, alors que ce soit les gens qui travaillent ou les gens qui s'y promènent, d'avoir un impact environnemental et sanitaire le plus faible possible. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi sur l'exploitation, il n'y a aucun produit classé cancérigène. Ça veut dire essayer de limiter le plus possible la consommation de gasoil. Ça veut dire essayer de limiter le nombre de traitements qu'on va faire pendant la campagne.
en utilisant des méthodes de travail qui permettent parfois d'éviter des traitements inutiles. Voilà, ça va être d'avoir toujours à l'esprit cette envie d'avoir une empreinte la plus faible possible. D'accord, et c'est très important de nos jours puisque l'écologie est au centre de tous les intérêts, donc vous faites très bien d'avoir des principes comme ceux-là. Alors, parlons maintenant un petit peu de la partie vinification. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette étape du coup ? Alors, la vinification, donc là sur le domaine, tous les raisins sont récoltés à la main déjà, donc ça permet vraiment de préserver toutes les qualités de la baie. Et puis après de pouvoir mener différents types de macération et donc aller chercher des profils de vin très différents, mais surtout d'avoir tout le potentiel en fait du raisin. Et l'idée chaque année, ça va être de respecter au mieux le potentiel du raisin. La philosophie, ça va être de pas trop intervenir en fait pour vraiment respecter ce que la combinaison climat, sol, cépage nous a donné. Donc l'idée, ça va pas être comme un fabricant de Coca-Cola de faire le même produit tous les ans avec toutes les provenances, c'est-à-dire que le raisin de tel cépage qui vient de telle parcelle sur une année froide, il va faire tel type de vin. Et le raisin qui vient d'un autre cépage sur une autre parcelle sur une année solaire, il va faire un autre profil de vin. Et voilà, l'idée c'est vraiment de respecter ça, de respecter le terroir et que le consommateur puisse retrouver dans chaque cuvée et dans chaque millésime vraiment la singularité de ces différents facteurs. Qu'être le moins interventionniste possible et aussi avec le moins d'intrants possible. Et maintenant, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ces fameux vins que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux vins que vous avez sortis et leurs particularités notamment ? Donc la gamme, elle est principalement composée de vins rouges. Alors on est sur 3 cuvées. La première, c'est le rouge-gorge. Donc le rouge-gorge, c'est le vin rouge qui est fait au pied des gorges d'Enval. Donc là, on va être sur un terroir qui est un assemblage de merlot. Donc le merlot qui est un cépage plutôt bordelais. Donc c'est un petit peu l'originalité de cette cuvée. Donc on va être sur un profil plutôt fruité, gourmand, vraiment le vin d'apéritif. Ensuite, on va être sur Mont-Oriol. Alors le Mont-Oriol, là on va être sur un 100% pinot noir, plutôt sur des sols calcaires. Donc un vin plutôt dans la souplesse, dans la finesse, assez élégant là qu'on va proposer sur une viande blanche, sur un veau mori par exemple, des choses comme ça. Mont-Oriol, c'est un clin d'œil à un roman de Maupassant qui a été écrit à Enval en fait et qui parle entre autres beaucoup de l'activité viticole du village en fait, qui fait référence. Et enfin, on va avoir Tieta. Alors Tieta en patois des Combrailles, parce que je suis originaire des Combrailles, ça veut dire têtu. Donc ce têtu, c'est un hommage à ces vieilles vignes de Gamay d'Auvergne de Châteauguay, donc on est en appellation Châteauguay, qui ont plus de 100 ans et qui poussent vraiment sur le rocher. Il y a très très peu de terre et ça fait 100 ans qu'elles continuent à donner des très très beaux raisins dans des conditions très très difficiles. Donc c'est vraiment, on se dit que ces cèpes-là sont têtus. Et alors là, on va être sur un profil plus concentré, alors vraiment charnu, typique du Gamay, et aussi très typique des sols volcaniques de Châteauguay, donc avec ce côté épicé très prononcé, voire même fumé. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait également un vin qui s'intitulait Rosé Social, si je dis pas de bêtises. Oui, le rosé social. Alors le rosé, c'est un petit jeu de mots avec réseau social. L'idée, c'était de dire, prenez du bon temps, lâchez vos écrans. Donc l'idée, c'est de dire qu'une bouteille de rosé, pour se faire des amis, pour faire du lien, c'est beaucoup mieux que Facebook. Oui, c'est vrai, vous avez totalement raison. Là, vous venez de passer un message qui va plaire à beaucoup de monde, j'en suis persuadé. Évidemment, on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, c'est important de le dire. Et du coup, il y a également de très jolies illustrations sur ces vins. C'est vous qui les avez réalisées, ces illustrations ? Pour la plupart, c'est ma compagne.
Et puis après, on se fait accompagner quand même par des professionnels pour mettre un petit peu tout ça en forme. Mais c'est beaucoup ma compagne Alice qui a géré un petit peu le design des étiquettes et même de tout ce qui est communication en fait. D'accord, bah en tout cas, vous pourrez lui dire que le design est très sympa pour le coup. Et du coup, est-ce que vous avez un label avec votre exploitation ou est-ce que vous souhaitez éventuellement en avoir un plus tard? Alors tout de suite, on répond aux labels de qualité qui sont l'AOP Côte d'Auvergne et l'IGP Puy de Dôme. Donc ça, ce sont des cahiers des charges qui garantissent au consommateur l'origine d'un produit et un petit peu son mode de fabrication. Après, pour ce qui est des labels de production, alors que ça peut être par exemple HVE ou l'agriculture biologique, non, à l'heure actuelle, je n'en fais pas partie parce que je suis encore au début de l'aventure. L'installation est assez récente, mais c'est l'objectif à moyen terme, oui, de pouvoir mettre un nom sur les efforts que je fais à l'avenir. D'accord. Ben oui, c'est plutôt chouette. Peut-être que dans le futur, vous aurez l'opportunité de faire tout ça. Mais on comprend bien que cela fait peu de temps que vous vous êtes lancé et qu'on ne peut pas tout avoir dès le départ. C'est normal. Et alors, est-ce que certains de vos vins se retrouvent sur des tables de restaurants, notamment? Alors oui, c'est d'ailleurs principalement comme ça que je vends mes vins, donc les restaurants, les cavistes. Alors on les retrouve surtout dans les tables de la région, mais et on arrive aussi à les retrouver sur des belles tables, notamment des tables étoilées, un petit peu à travers tout le département. Et j'imagine que c'est une certaine fierté aussi de se retrouver sur des grandes tables comme ça. Eh ben oui, c'est la reconnaissance d'un travail. C'est le signe quand même que le travail qu'on fait est de qualité. Quand on est choisi par des établissements qui sont alors étoilés au Michelin ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des établissements qui sont pas étoilés, mais qui vraiment sont très pointus sur le choix de leurs vins, qui mettent vraiment l'accent sur la carte des vins. Je pense notamment à la Régalade à Clermont. Voilà, être choisi par ces gens-là, et ben effectivement, ça valide un travail en fait. D'accord, bah oui, c'est sûr que je vous comprends totalement et c'est sûr qu'en s'étant lancé il y a seulement 3-4 ans, pas plus, on a oui, forcément un vrai plaisir à voir que son vin est envié par les restaurateurs, tout à fait. Et alors maintenant, j'ai une question sur votre domaine. Est-ce que on peut visiter celui-ci? Est-ce que vous proposez également des dégustations directement chez vous? Alors le caveau est ouvert pour la dégustation tous les premiers vendredis du mois actuellement. Alors à l'avenir, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus souvent. Et après pour les groupes, et ben sur rendez-vous, voilà, on peut convenir d'une dégustation, d'une petite visite. On organise aussi, là encore pour les groupes l'été, des balades avec casse-croûte dans les vignes. Voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Et puis à l'avenir, quand les infrastructures seront un petit peu plus développées, on va essayer un petit peu de faire de l'événementiel, d'avoir des portes ouvertes, des repas vignerons, tout un tas d'événements festifs qui nous permettront de partager un petit peu notre passion et notre savoir-faire. J'ai envie aussi de parler de projets, notamment dans vos cépages. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez développer, des nouveautés que vous souhaitez mettre en place cette année ou l'année suivante peut-être? Pour cette année, ça va être de planter encore des vignes. Donc là, ça va vraiment être les blancs cette année. Oui, cette année, la nouveauté, ça va être d'essayer le melon de Bourgogne. Voilà, c'est un cépage qui n'existe pas du tout dans la région. C'est un cépage qui est plutôt implanté dans le pays nantais. Donc on va essayer de voir ce que ça donne chez nous. On va essayer aussi le pinot gris qui est assez peu présent dans la région, qui est un cépage plutôt très présent en Alsace. Donc ça va être les nouveautés. Puis les nouveautés maintenant à moyen terme, ça va être la construction d'un chai de vinification tout neuf, donc qui va permettre de faire du travail encore un peu plus pointu et de travailler dans de meilleures conditions, quoi. D'accord. Bon, écoutez, tout plein de belles choses qui vous attendent dans les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, on était ravis de pouvoir découvrir votre exploitation, Bastien. Évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin. On va devoir se laisser dans un instant. Mais avant de vous quitter, j'ai quand même une question importante à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut retrouver facilement vos vins?
Alors oui, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est présent sur Facebook et Instagram, donc la page Bastien Mijon Vigneron, et puis sur notre site internet domaine-mijon.com. Et vous pourrez retrouver les vins chez beaucoup de cavistes de la région clermontoise et riaumoise. D'accord, donc on vous retrouve assez facilement. C'est donc le domaine Mijon, plein de belles choses, plein de bons vins pour tous les palais, j'ai envie de dire. Chacun peut se faire plaisir comme il le souhaite. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Bastien, pour cette interview. On était ravis de découvrir votre travail et votre façon de procéder également. Et moi, je vous remercie. Et bien surtout, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez, quand vous avez des nouveautés ou des choses à évoquer. Vous êtes le bienvenu. Merci. Merci à vous et sur Variance FM, je vais bientôt vous laisser. Merci à tous et à toutes de votre fidélité. Dans un instant, c'est le Cabanon du soir qui vous attend. Et pour ma part, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Des idées et du goût.